Bonjour à tous. Nous allons donc commencer cette table ronde de l'après-midi dont le thème s'affiche sur l'écran. Rendre les métiers des services autonomie à domicile plus attractifs. Quel soutien de la CNSA à travers la présentation de différentes expérimentations et initiatives portées par différents acteurs. Donc je vous remercie pour votre participation. On va essayer à la fois de respecter le timing qui nous est accordé, essayer aussi de parler le plus clairement possible parce qu'on entend qu'il y a un peu un bruit de fond. Donc n'hésitez pas, si toutefois vous n'entendez pas très bien, à nous le signaler. Je remercie également les intervenants de la table ronde, qui ont bien voulu répondre à l'invitation de la CNSA pour venir présenter un certain nombre d'actions. Peut-être juste avant de commencer vraiment cette table ronde et ce tour de table, peut-être vous dire très rapidement qu'est-ce que la CNSA. La CNSA, donc Caisse nationale solidarité pour l'autonomie, c'est une caisse de la sécurité sociale, donc une 5e caisse de la sécurité sociale qui gère la branche autonomie, donc qui gère la branche pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Donc, dans le cadre en fait de cette évolution en Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSA s'est vue confier de nouvelles missions ou a vu ces missions s'élargir et en particulier sur la question de l'attractivité des métiers de l'autonomie, donc des métiers en direction des professionnels qui accompagnent les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Donc pour conduire en fait ces différentes missions et essayer de répondre aux différents enjeux, à la fois de rendre attractifs les métiers, de favoriser les recrutements, la fidélisation et la formation aussi des professionnels, d'essayer de répondre également aux enjeux de qualité de vie au travail et de conditions de travail. La CNSA s'est dotée de 2 missions en particulier. Une mission domicile qui a pour objectif d'accompagner et d'appuyer les départements et les services dans le cadre de la réforme des services en service autonomie, en service à domicile autonomie, et également de développer un certain nombre de partenariats pour contribuer à la modernisation et à la professionnalisation de ces services. Et elle s'est également dotée donc d'une mission métier d'autonomie, donc qui est composée de 3 personnes, dont je fais partie. Je suis chef de projet attractivité des métiers de l'autonomie et j'ai mes deux collègues qui sont dans la salle, qui interviennent, donc Charlotte et Claire, qui interviennent. Vous aurez les noms qui apparaîtront sur l'écran. Qui interviennent sur les sujets notamment de formation et de qualité de vie au travail. Et on a également, au niveau de la CNSA, on soutient également le développement expérimental de plateformes des métiers de l'autonomie, dont une des représentantes d'une plateforme est là sur la table ronde et qui pourra vous en parler un petit peu plus. Je vais également prendre quelques secondes aussi pour vous présenter justement les différents intervenants. Alors je vais m'appuyer de mes fiches pour être le plus clair possible et ne rien oublier. Alors je vous présente Olivier Comont qui représente l'UNCAS, donc qui est une association qui fédère et représente les centres communaux d'action sociale et les SIAS. Cette association soutient des communes dans la mise en place de leur politique sociale et l'accompagnement des populations les plus fragiles et en particulier les personnes âgées. Et donc vous nous présenterez notamment une action qui est conduite par l'Union départementale des CCAS du Gers et qui a vocation à être déployée et développée auprès d'autres unions départementales, qui concerne le passeport formation, qui est un programme d'accompagnement des agents.
mais vous nous en direz un petit peu plus, et puis vous pourrez peut-être nous en dire un tout petit peu plus aussi sur l'UNCAS, peut-être sur voilà, le nombre de communes que vous représentez et de ces CAS. Sur ma droite, le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, avec deux intervenantes pour nous parler du Gérontopole, mais nous parler surtout d'un programme qui a été développé en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle le programme IMANO. Clotilde Guillonberg, qui est responsable du pôle valorisation des métiers et formation au Gérontopole et qui a piloté justement ce programme. Et Christelle Leroux, qui est psychologue au sein d'un SPASAD porté par l'association des paralysés de France, France Handicap, enfin l'APF France Handicap sur Limoges. Et le SPASAD a participé justement à ce programme et ce sera intéressant en fait d'avoir le retour d'un service sur ce programme. Peut-être, vous nous en direz quelques mots sur le programme et ses éléments de contexte et ses enjeux, donc j'en dis pas plus. Juste peut-être pour présenter ce qu'est le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine. Il a pour mission de développer la recherche et l'innovation en travaillant sur les questions de prévention, sur la promotion d'un vieillissement actif, sur la formation des personnels et également sur l'accompagnement des personnes âgées, notamment dans leur prise de décision. Et enfin, sur ma gauche, Jeanne Baucher, qui qui est chargée de mission au sein de GoSens. Et GoSens, c'est une structure qui porte la plateforme des métiers de l'autonomie. Sur le Finistère. Pareil, je pense que Jeanne nous en dira un petit peu plus, mais cette plateforme des métiers de l'autonomie, qui est un dispositif qui est soutenu par la CNSA à titre expérimental depuis 2022 et qui va se poursuivre là jusqu'à fin 2025. Elle est portée et elle a été créée à l'initiative d'un collectif Domicile Innovation qui regroupait à l'époque 10 associations d'aide et de soins à domicile portées par les réseaux ADMR et UNA. Et donc la plateforme a mis en place bien entendu plusieurs actions, dont une qui nous semblait intéressante de pouvoir vous partager, qui concerne une préparation opérationnelle collective à l'emploi, à l'accès au métier des services à la personne. Pour les plateformes, simplement vous dire qu'il y a 19 structures qui sont soutenues par la CNSA et qui proposent sur différents territoires de venir en appui des différents employeurs pour essayer de faciliter les recrutements, d'accompagner éventuellement aussi à la fidélisation des professionnels et qui, bien entendu, entrent en contact aussi avec les personnes susceptibles d'être intéressées par les métiers du secteur et qui donnent une forme de visibilité justement aux différents métiers pour mieux les faire connaître. Voilà, de manière assez résumée. Mais on aura un temps d'échange qui vous permettra de poser aussi vos questions si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Donc, juste avant de donner la parole aux différents intervenants, juste une petite présentation du séquençage de cette table ronde, donc qui va se dérouler en fait en deux parties, avec une première partie où je vais inviter les intervenants à présenter un petit peu les éléments de contexte et les différents enjeux auxquels ils souhaitaient répondre à travers la proposition des actions qu'ils mettent en œuvre. Et une deuxième partie sera plus consacrée effectivement à la présentation des actions et à leurs résultats et leurs effets. Voilà, on va être ensemble à peu près, enfin normalement pour à peu près 1 heure. Et donc c'est à l'issue de cette deuxième partie, nous aurons un temps d'échange d'environ 20 minutes où vous pourrez effectivement poser vos questions aux intervenants pour en savoir un petit peu plus ou faire part aussi éventuellement d'initiatives que vous portez peut-être au sein de vos structures ou de vos territoires. Voilà, donc sans attendre, on va peut-être commencer alors du coup
par cette table ronde et à donner la parole aux différents intervenants. Et ce que je vous propose, je vais vous poser en fait la même question à chacun, c'est qu'effectivement vous puissiez nous dire à quel enjeu... alors, attendez, si je me mélange dans mes fiches, ça ne va pas aller. Merci. Ah ben si, donc c'était bien ça. Effectivement, que vous puissiez nous dire à quel enjeu majeur votre action cherche-t-elle à répondre et dans quel contexte elle s'est mise en œuvre. Alors je propose peut-être de commencer par Monsieur Caumont. Vous êtes minoritaire à cette table ronde en tant que com. Donc voilà, je vous laisse... présenter les enjeux auxquels vous souhaitiez effectivement répondre en mettant en place cette action. Merci Béatrice, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'Union nationale des CCAS, donc des centres communaux d'action sociale, est un établissement public rattaché aux communes, certains d'entre vous le savent. Cette structure développe la politique de la commune, donc c'est l'outil de la commune pour déployer la politique sociale, l'action sociale au plus près des territoires. Et vous imaginez que l'action sociale d'une commune couvre un champ très très large. Ça va du petit avec l'accueil en crèche, ça va des jeunes qui sont aussi en insertion professionnelle, jusqu'aux personnes âgées, les seniors qu'il faut suivre, accompagner, notamment sur une question relative à l'hébergement et au maintien à domicile. Le travail des CCAS est assez large, parce que Béatrice m'a autorisé à en dire un peu plus sur les CCAS. L'action qui est portée par les agents, donc c'est une structure publique, les CCAS gèrent des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées, donc elles gèrent des EHPAD, elles gèrent des résidences autonomie aussi, et pour beaucoup d'entre les CCAS gèrent des SAD. Donc SAD autonomie, on parlera de la réforme peut-être après, mais aussi tout ce qui est relatif aux soins derrière. L'UNCAS est toujours intéressé à partager les bonnes pratiques au sein de notre réseau. Vous savez qu'il n'y a pas une commune qui met en place la même action, il n'y a pas un CCAS qui déploie la même politique, parce qu'il y a forcément une adaptation vraiment très très fine des besoins de la population, et la commune et le CCAS déploient les solutions adaptées. Il y a des communes qui ont des proportions plus importantes de seniors, d'autres un peu moins, mais voilà, tous les efforts sont faits pour que les seniors puissent être, on va dire, déjà visibles, parce que ça c'est important, suivis et accompagnés. Le travail des CCAS, au-delà de parler des questions d'hébergement, c'est vrai qu'on a souvent l'image du CCAS, la fête un peu de fin d'année, le colis de Noël pour les seniors, mais c'est vraiment qu'une infime partie du travail que mènent les CCAS. On est vraiment sur une approche assez large, une approche assez hétérogène de l'accompagnement des personnes, et notamment pour les seniors, il y a eu forcément plusieurs constats de fait. C'est que déjà, c'est connu aussi, c'est que plus de 90% des seniors veulent rester à leur domicile. Donc la question du maintien à domicile est très très importante. Et comment les communes, justement, offrent un accompagnement à leurs seniors. Je mets de côté la partie hébergement, forcément, mais c'est comment les CCAS arrivent à intervenir au plus près des seniors dans leur domicile. Le recours au SAD et aux agents d'aide à domicile, aux aides à domicile, est pour le coup indispensable et primordial. Là où l'enjeu est important, je ne vous cache pas que les prévisions démographiques ne vont pas atténuer le sujet ni la préoccupation, mais le CCAS, quand il recrute des agents d'aide à domicile, est souvent confronté à une difficulté. La difficulté déjà relative à l'attractivité du métier. Les personnes n'ont pas forcément connaissance de ce que c'est le métier d'aide à domicile, de ce que ça représente, déjà en tant que personne qui s'investit dans une activité professionnelle, mais aussi de l'autre côté de la barrière, ce que ça représente pour la personne âgée qui est accompagnée à son domicile. Donc tout ça, c'est un contexte assez particulier, assez tendu au niveau des territoires, dans le sens
où on a du mal à recruter aussi des aides à domicile. On a un turnover important, on a constaté un turnover important. On a aussi du mal à convaincre les personnes à s'engager sur la durée dans ces métiers. Et nous, notre travail auprès de ces personnes, c'est de montrer et de valoriser aussi leur action et leur métier. L'importance de l'aide à domicile aujourd'hui au plus près des seniors. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et à partir de ce contexte-là, on met en place des solutions adaptées. Je reviendrai après sur l'aspect un peu innovation. D'où l'accompagnement, la proposition d'accompagner la montée en compétences, on va dire, des professionnels. Exactement. En fait, je vous parlerai un petit peu après du détail de l'innovation portée par l'Union départementale du Gers, mais on est vraiment sur ce sujet. Très bien. Merci de cette présentation, en tout cas d'éléments de contexte, effectivement, avec une difficulté à recruter, un turnover et le besoin aussi de fidéliser les professionnels. Donc, je me retourne maintenant vers le gérontopole pour que vous puissiez également nous indiquer à quel enjeu majeur votre action cherchait-elle à répondre. Merci. Alors, merci pour cette invitation. Donc, au niveau du Gérontopole, dès 2014, on avait fait une étude sur les zones de tension dans le parcours des professionnels de l'aide à domicile. Et puis, au fur et à mesure des innovations qu'on a co-construites avec les acteurs du territoire, en 2018, la région Nouvelle-Aquitaine est venue nous solliciter pour qu'on essaie de monter un programme de soutien à l'innovation managériale et organisationnelle dans l'aide à domicile. Donc, programme qu'on a pu monter grâce au soutien de la région, de l'AG2R La Mondiale, des 2 CARSAT Aquitaine, Centre-Ouest et des 3 OPCO, Uniformation, Santé et Entreprises de proximité. Et le contexte, c'était qu'effectivement, il y avait la question de la crise d'attractivité. Vous la connaissez sûrement aussi bien que moi. Elle était dès 2018 déjà assez présente. Et notre hypothèse, c'était de se dire que si on essayait de repenser le management, les pratiques managériales du secteur de l'aide à domicile, avec plus d'horizontalité, de reconnaissance de l'expertise, du pouvoir d'agir des professionnels, peut-être qu'on améliorerait la question de la motivation au travail, de la qualité de vie au travail, donc derrière la fidélisation dans l'emploi, donc l'attractivité des métiers, avec cet espoir que derrière, ça ait une incidence aussi sur la qualité de service apportée aux bénéficiaires finaux et une intention aussi de pouvoir agir sur la question de la performance économique du secteur. Donc on a monté ce programme-là et j'en parlerai tout à l'heure plus amplement, mais on est venu donc avec l'APF, le SPASAD APF France Handicap, et Christelle Leroux va vous expliquer quelle était son intention de répondre à cet appel à projet. Bonjour à tous. Donc effectivement, pour situer un petit peu le contexte, le SPASAD APF France Handicap de Limoges, c'est un service qui fonctionne la nuit et le jour pour d'environ 8000 heures mensuelles, qui est composé d'une centaine de professionnels de terrain répartis en 12 équipes et une équipe administrative constituée de 8 personnes. Et nous accompagnons environ 120 usagers. Ça, c'est pour poser le contexte de la structure. En 2019, nous, on ne pouvait que constater les difficultés importantes du service, mais dans la lignée de l'essoufflement perçu dans le secteur de manière générale, donc absentéisme, usure professionnelle, mécontentement des intervenants, un clivage important des professionnels de terrain avec les administratifs et des répercussions inévitables sur la qualité de l'accompagnement aux usagers. Donc répondre au programme Imano, ça nous permettait de nous ouvrir à des possibles pour transformer en profondeur nos pratiques puisque celles qu'on avait ne fonctionnaient pas. Donc ça nous a permis de nous engager dans un projet concret d'amélioration des conditions de travail des professionnels de terrain et dans un travail de refonte de nos fonctionnements institutionnels. On a eu toute une palette d'outils dans le cadre de la formation avec le collectif L'Humain d'abord qui nous a accompagnés pour ça. Et donc, parmi les objectifs visés, il y avait la réduction de l'absentéisme, la qualité de vie au travail et l'amélioration de la situation économique. Je vous remercie. Donc là aussi, on note effectivement ce que partagent un certain nombre de structures. C'est quand même cette question aussi d'absentéisme, mais aussi d'usure professionnelle, enfin absentéisme qui peut-être être lié d'ailleurs à un sentiment d'usure professionnelle et la nécessité d'essayer d'agir sur la qualité de vie au travail. Et on a également la plateforme du Finistère qui, elle, agit peut-être plus sur les enjeux de recrutement et de faciliter les recrutements. Et je vous laisse nous en dire un petit peu plus.
C'est ça. Du coup, nous, on représente les employeurs sur le Finistère, donc les services à domicile. Et comme dit Béatrice, notre rôle, c'est bien de les accompagner sur l'attractivité des métiers, mais aussi pouvoir accompagner les candidats dans leur parcours professionnel. Et donc, le constat est un peu le même, hein, on le partage. Mais sur les candidats qu'on pouvait accompagner, le constat était qu'on avait des demandeurs d'emploi qui n'avaient pas forcément une volonté de s'engager durablement dans le secteur. Enfin, donc, aller vers des formations qualifiantes d'à minima 6 mois, ça ne les intéressait pas. Et aussi, à cela pouvait s'ajouter parfois des situations un peu précaires. Donc, il y avait quand même une envie prégnante d'aller directement sur un contrat de travail et travailler le plus vite possible. Sauf que côté employeur, nous, on avait le retour, comme quoi ça ne le faisait pas forcément sur le terrain. Voilà, c'est un secteur qui souffre un peu de préjugés, comme quoi tout le monde peut faire ce métier, il n'y a pas besoin de compétences, connaissances. Sauf qu'au final, on se rend compte que non, hein, tout le monde ne peut pas faire ce métier. Et donc, c'est à partir de ce contexte-là qu'avec les employeurs, on a travaillé sur un dispositif qui pourrait justement répondre aux attentes d'une part des candidats, avec ce souhait d'aller rapidement vers l'emploi, et d'une part le souhait aussi des employeurs, du coup, d'avoir une base, on va dire, d'éléments de connaissances à apporter aux candidats avant qu'ils puissent commencer leur contrat de travail. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mobilisé le dispositif POEC, POEC. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais ça veut dire préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Donc je le présente peut-être rapidement ici, on verra plutôt les facteurs. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est un dispositif de formation qu'on a créé, nous, avec les employeurs. On est parti sur vraiment les bases du métier, donc c'est pas du tout qualifiant, c'est pas certifiant, mais c'est se préparer au mieux pour faciliter une prise de poste en contrat de travail par la suite. Donc on a co-construit avec les employeurs des modules. On est parti sur un format de 6 semaines, donc c'est assez court, hein, mais ça permet de voir quand même pas mal de choses. Il y a 2 semaines de stage qui sont compris aussi dans ce parcours de formation. Et donc, on a mis les points essentiels, donc tout ce qui est connaissance des publics, les savoir-faire, hein, tout ce qui est du coup accompagnement, repas, entretien du logement. Et on a quand même mis un point d'honneur sur le certificat APS-ASD, donc l'acteur de prévention secours spécialisé et soins à domicile, puisque là, ça reprend vraiment tous les gestes des premiers secours et tout ce qui est posture professionnelle. Donc pour nous, c'était vraiment les éléments de base pour se lancer dans le secteur. Et donc, c'est un dispositif qui est rémunéré, où France Travail intervient pour rémunérer les stagiaires et l'OPCO Uniformation, dans notre situation, intervient pour financer les frais pédagogiques. Donc voilà globalement un peu le parcours. Très bien, merci pour ces éléments. Et donc, du coup, je vous propose qu'on poursuive un petit peu sur, effectivement, là, plus concrètement, sur quels ont été les résultats, finalement, de ces actions, les effets que vous avez peut-être pu mesurer et les difficultés, peut-être, auxquelles vous avez été confrontés. Parce que ça peut être intéressant, justement, de pouvoir en tirer des enseignements pour voilà, les participants, peut-être les structures qui souhaiteraient se lancer, éventuellement, dans certaines initiatives qui sont présentées aujourd'hui. Donc, je vous laisse poursuivre peut-être voilà, sur le programme Imano et sur ses effets. Merci. Donc, le programme Imano, en fait, il repose en 4 étapes clés. La première, c'était une sensibilisation à 6 approches managériales différentes, en se disant que nous, on n'était personne au Gérontopole pour dire aux dirigeants quelle était l'approche la meilleure. Donc, on les a sensibilisés sur la gouvernance partagée, le management par la qualité de vie au travail, l'approche Montessori dans l'aide à domicile, le lead management, l'approche Burtorg et organisation collaborative, avec chaque fois des prestataires qui venaient former et accompagner les équipes. Donc une première phase de sensibilisation, une deuxième, un diagnostic de maturité pour voir les écarts entre le projet du dirigeant et le projet et les pratiques vécues par les équipes. Ensuite, une formation d'une équipe du changement par structure en interstructure, tous ceux qui avaient choisi la même approche managériale. Et puis une formation en interne des services pendant 10 mois à peu près pour vraiment ancrer ces nouvelles pratiques dans leur fonctionnement. En termes d'éléments qui nous paraissent une réussite du projet, c'était déjà de laisser aux dirigeants le choix de l'approche. Ça nous paraît être une condition de réussite vraiment importante parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas une approche meilleure que l'autre, mais il y a bien cette question du choix et du lien avec le projet du dirigeant. Le deuxième, c'était on a animé une communauté d'échange de pratiques entre tous ces dirigeants qui s'engageaient dans une démarche de transformation et donc ils se retrouvaient régulièrement en visio pour partager, quelle que soit l'approche choisie, ce qu'ils étaient en train de mettre en place. On a aussi une formation action qui était sur un temps long. C'est un programme qui a commencé en 2020, qui s'est prolongé jusqu'à fin 2022-2023. Et donc, c'était sur un temps long avec quasiment 18 jours de formation.
Et puis le fait de former une équipe du changement, c'est-à-dire que le dirigeant, il n'est pas tout seul à porter ce programme de transformation, mais il est bien épaulé par une responsable de secteur, une auxiliaire de vie qui vont l'aider finalement aussi à transmettre, à diffuser, à faire remonter aussi ce qui fait sens ou pas, ou les difficultés de leur quotidien. Dès le départ, on a souhaité mettre en place un programme de recherche en se disant que ce qu'on était en train de faire pouvait être intéressant d'avoir une illustration, un regard extérieur du point de vue de la recherche. Donc on a embauché une doctorante en sociologie qui notamment nous a fait une mesure d'impact social de ce programme-là. Et donc, alors, un des premiers résultats clés, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique, ça ne permet pas de résorber tous les problèmes d'attractivité. J'en suis désolée. Et puis, deuxième résultat, c'est qu'il n'y a pas une approche meilleure que l'autre. C'est vraiment qu'est-ce qui fait sens avec les pratiques des structures, comment est-ce que c'est mis en place, voilà, où en sont les équipes. Surtout qu'on n'a que 2 ans de recul, donc on n'en est que à l'amorce de transformation. Et puis on est dans un secteur, au niveau de son modèle économique, c'est compliqué aujourd'hui finalement aussi de mettre en place ces démarches-là, de les pérenniser parce qu'il y a un sous-financement de ces groupes de ces temps de travail, de ces temps d'échange. Par contre, ce qu'on voit en termes de résultats, c'est que ce programme a permis de mettre en dialogue l'organisation du travail au sein des équipes, de prendre le temps de rediscuter et de donner la vie et la parole à chacun des professionnels de terrain, des encadrants intermédiaires, de recréer ces espaces d'échange. Et on a 80% des répondants au questionnaire qui nous disent qu'ils ont ce sentiment d'une participation accrue aux décisions qui concernent leur travail. Donc c'est pour nous un indicateur extrêmement important de se dire que ces professionnels de terrain sentent qu'elles ont davantage la voix sur des décisions qui concernent leur travail. Et puis on a une amélioration des relations internes et un sentiment de renforcement de la considération apportée par les collègues, tant des encadrants intermédiaires du point de vue des auxiliaires de vie et inversement. Je vous propose d'écouter Christelle Leroux qui, le SPASAD APF France Handicap, avait choisi l'approche équipe autonome Buurtzorg et en plus un complément sur le lean management puisque ceux qui le souhaitaient à la fin pouvaient venir compléter ce programme avec quelques jours de formation complémentaire. Donc les facteurs de réussite chez nous, ils ont été les mêmes que ceux que Clotilde Bergue-Guillon a dit. C'est l'adhésion au projet de transformation par les professionnels de terrain et leur engagement actif dans le processus, notamment par la co-construction des plannings. Il y a eu aussi le facteur de réussite de la réduction du clivage administratif et terrain et l'évolution significative de l'organisation des tournées, avec des tournées plus cohérentes sur le rythme matin, journée, soir. Alors, parmi les difficultés rencontrées, il y a celle du mouvement permanent de l'activité avec des arrivées et des départs, que ce soit du côté des salariés, avec du turnover, ou des usagers, avec des changements de vie ou des décès. Il y a aussi la complexité de mise en œuvre de suffisamment de temps collectif réunissant les équipes entières pour travailler à ce qui est essentiel, la relation, la communication, la cohésion. Et puis je citerai aussi les risques qui découlent du fonctionnement en équipe autonome, le report de la charge mentale sur les professionnels de terrain et la surcharge ou la surresponsabilisation. Alors je ne dirais pas que nous les avons contournés, je dirais que nous avançons en composant avec, en organisant nos temps de travail par rapport aux contraintes et sans ménager les efforts et surtout en soignant le lien avec les auxiliaires de vie sociale, l'écoute, la communication interpersonnelle et la communication institutionnelle pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et progresser dans son rôle professionnel. Parmi les freins persistants, nous pouvons évoquer l'absence de reconnaissance et de prise en compte de ces temps de travail intermédiaires dits non productifs, pourtant essentiels tant le métier est difficile. De notre point de vue, les résultats à valoriser sont par exemple l'évolution des plannings, travaillés par les équipes directement parce que c'est eux qui savent, les équipes, les professionnels de terrain savent ce qui est le mieux, ce qui va répondre le mieux aux besoins de l'usager et qui va permettre aussi une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Il y a aussi plus de facilité au remplacement, aux arrangements entre collègues, plus d'entraide. Et il y a une réelle coopération entre les administratifs et le terrain. Enfin, je peux citer l'organisation d'actions qui vise à réduire la charge mentale et ou les soulager physiquement, l'analyse des pratiques, des séances de sophrologie ou d'antalgie. Je vous remercie en tout cas pour ce retour d'expérience et on aura l'occasion dans le cadre des échanges de probablement d'y revenir de manière un peu plus approfondie.
Je note peut-être un point qu'on peut peut-être retrouver d'ailleurs dans les deux autres expériences, c'est cette question en fait de renforcer la considération ou la reconnaissance. Et peut-être que c'est un sujet qu'on peut retrouver aussi bien finalement dans la démarche de sensibilisation et de valorisation autour des métiers. Jeanne, et vous nous en direz un petit peu plus. Et peut-être aussi justement sur l'aspect formation et accompagnement des compétences. Donc Jeanne, est-ce que vous voulez bien du coup nous dire un petit peu plus sur l'action que vous conduisez, enfin les effets que vous avez, les facteurs de réussite et peut-être les enseignements clés qu'on porte. Oui, du coup il y a quand même 2 points sur les facteurs de réussite. C'est le côté coordination entre tous les acteurs, donc l'OPCO, France Travail et les employeurs. Donc là c'est vraiment le rôle de la plateforme. Du coup on voit tout son sens dans ses missions. Donc forcément pour les employeurs, puisqu'on a pu recenser tous les besoins sur le département du Finistère, ça nous a permis de vraiment cartographier les besoins et établir un calendrier de formation et de session. Avec l'OPCO, on a pu travailler du coup sur un cahier des charges, vu que c'est régi par un marché public, pour justement trouver un organisme de formation pour dispenser la formation. Et forcément, France Travail pour le sourcing des candidats. Et le deuxième point, je dirais vraiment très important, c'est sécuriser les parcours. Un candidat qui souhaite du coup faire ce dispositif, participer au dispositif POEC, il doit dans un premier temps donc assister à l'action collective. On va présenter les métiers et le dispositif. Si c'est OK pour lui, nous on va le rencontrer en rendez-vous individuel pour faire le point sur son parcours, ses attentes. Et ensuite, c'est nous qui l'orientons vers l'employeur en fonction des besoins de chaque employeur au niveau géographique qu'ils nous ont communiqué. Donc c'est qu'à partir de ce moment-là que les employeurs ont un contact avec les candidats. Ils nous font confiance du coup maintenant au niveau du sorting. Et donc on va demander à ce que le candidat puisse faire une immersion à minima de 2-3 jours pour valider l'entrée en formation. Comme ça on s'assure que le candidat a bien connaissance et notion de ce qu'on attend, enfin les attendus du métier d'aide à domicile. Et au côté employeur également, puisque à la fin de la formation c'est un contrat de travail qui est demandé. Donc que ce soit CDD ou CDI, on a choisi de mettre du temps choisi pour les candidats. Mais du coup, il y a vraiment un objectif d'emploi à la fin de la formation. Donc, il faut qu'on s'assure que des deux côtés, ça convienne aussi bien au candidat qu'à l'employeur. Lors de la formation, comme je disais, il y a 2 semaines de stage. Et l'objectif, c'est vraiment que le candidat puisse aller aussi bien à l'immersion, au stage et au contrat de travail chez un et même employeur pour justement fidéliser au maximum sa relation avec l'employeur. Ça permet vraiment au moment de la prise de poste et du contrat de travail de connaître déjà l'équipe, l'organisation de travail, voire même les bénéficiaires. Donc c'est vraiment une prise de poste plus sereine pour le candidat, mais aussi pour les employeurs. Après, en termes un peu de résultats, là, du coup, depuis avril 2022, on a lancé 12 sessions POEC sur le département. Ça représente 101 candidats. À la fin de la formation, 85% des candidats étaient en contrat de travail chez l'employeur où ils ont fait l'immersion et le stage. Donc on a quand même encore un peu de déperdition, on essaye de travailler là-dessus, mais on a quand même aussi une partie des candidats qui ne sont pas compris du coup dans les 85%, mais qui se dirigent plutôt vers l'établissement. Donc bon, c'est quand même vers le médico-social, et puis qui sait, ils reviendront peut-être plus tard vers le domicile, mais on ne les a pas dans ce chiffre-là. Et aujourd'hui, on a un recul du coup de 2 ans et demi. On sait que 60% de ces candidats sont toujours en poste pour les 3/4 en CDI et 20% sont partis se qualifier en formation qualifiante. Donc ça aussi, c'est un point très positif puisque c'est des candidats qui, d'emblée, au tout début du parcours, se seront pas dirigés vers des formations qualifiantes, mais qui ont été accompagnés sur un projet et donc aujourd'hui se dirigent vers des formations qualifiantes. Donc c'est plutôt une satisfaction assez générale de la part de tous les acteurs. Et la seule limite, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, nous, on travaille avec du coup les services à domicile associatifs. Donc on a l'OPCO Uniformation. Mais l'objectif, là, c'est de l'étendre à d'autres services à domicile, que ce soit CCS ou privé lucratif, mais qui n'ont pas un même OPCO. Et c'est là où on a une limite, en fait, en termes de mutualisation, puisqu'on ne peut pas mener une POC avec des OPCO différents. Donc ça, c'est un axe de travail un peu qu'on va avoir pour les prochaines sessions. Merci. En tout cas, je pense que vous n'avez pas à rougir de vos résultats. Donc maintenant, peut-être, Olivier Comont, vous pouvez nous parler effectivement un peu plus précisément du passeport de formation et puis de ses effets. Bien sûr. Donc, l'Union départementale du Gers, donc l'Union départementale des CCS du Gers, a développé un outil qui s'appelle le passeport formation il y a 3 ans. C'était un passeport formation qu'on a développé dans le cadre d'une convention, un travail avec la CNSA. Donc ça a permis de pouvoir, à partir de l'idée, avancer sur le projet et puis de concrétiser aussi ce projet-là. Et
le projet est venu du constat de l'important turnover aussi qui était recensé sur le territoire du Gers, hein, dans la sphère des SAD publics, hein, gérés par les CCAS, avec un turnover assez important, hein, de l'ordre de 50% quand même, qui était assez fort. L'union départementale a tout simplement questionné les personnes qui sortaient donc de ce parcours professionnel pour un peu identifier les besoins et les raisons qui les ont amenés à stopper leur travail d'aide à domicile. Et pour beaucoup, c'était donc on parle de reconnaissance, on parle de valorisation, mais pour beaucoup, c'était aussi se sentir rassurés dans les missions qu'ils avaient, parce qu'ils ont aussi ce sentiment qui est partagé aussi beaucoup, c'est que le fait d'aller chez la personne, il y a aussi un sentiment de proximité, un sentiment de relation fort qui se met en place avec les personnes qui sont accompagnées. Donc ils avaient aussi besoin d'un certain cadre, d'une certaine explication aussi de la manière de développer leur métier. Donc c'est de là qu'est né le passeport formation. Donc le passeport formation, c'est plusieurs jours de formation, c'est 12 jours de formation, donc 12 fois 7 heures de formation, où sont abordés différents sujets, comme les missions de l'aide à domicile, hein, les limites de la mission, tout ce qui a un rapport aussi au droit, etc. On a d'autres modules sur le rapport à la personne. C'est quoi les missions de l'aide à domicile, le rapport à la personne qui est accompagnée, mais aussi à son entourage. C'est l'aide à domicile par rapport à des situations parfois complexes. Ça peut être aussi des personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, donc Alzheimer pour ne citer que celle-ci. C'est aussi des personnes qui sont accompagnées, des personnes âgées qui sont accompagnées, qui viennent de vivre un événement un peu compliqué, parce qu'ils ont perdu leur conjoint, etc. Donc, c'est autant d'éléments qui mettaient en difficulté l'aide à domicile, sur place, dans sa relation avec la personne âgée accompagnée. On aborde aussi les questions du risque, les questions des risques professionnels. Jeanne parlait des premiers secours, c'est aussi des éléments qu'on aborde. Donc on a voulu vraiment proposer un ensemble de thématiques et de sujets à aborder. Donc on dispense auprès des aides à domicile pour les rassurer, parce que c'est vraiment ce qui ressort quand on évalue on va dire les personnes qui suivent ce passeport formation et qui sortent, qui aboutissent, qui vont jusqu'au bout. C'est vraiment l'utilité et l'intérêt d'être rassurés, de disposer un peu d'un cadre dans lequel exercer leur activité professionnelle, et puis à partir de là, se valoriser soi-même, développer la confiance en soi pour pouvoir mener à bien ses missions. Et je pense que c'est ça qui est aussi important, c'est de pouvoir vraiment accompagner l'aide à domicile pour lui réunir toutes les conditions pour pouvoir assumer sa mission. Le passeport formation est développé en partenariat avec le CNFPT du Gers. Donc quand on parlait de formation, il y a eu une convention entre l'Union départementale et le CNFPT du Gers qui met à disposition des formateurs donc sur ces différentes thématiques. Et les formations ont pu se mettre en place. Pour vous donner une ordre d'idée, sur les 80 personnes qui ont été accompagnées les 3 dernières années, 70 sont toujours en poste. Donc c'est quand même un succès pour le coup. Ça a quand même garanti une certaine fidélité des aides à domicile et puis une continuité de la pratique professionnelle. Et donc ça, c'est pour le coup un élément très important. Les éléments un peu bloquants, c'est un peu comme tout, hein, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, c'est la disponibilité des agents. Les envoyer plusieurs jours en formation, ça implique de ne pas les envoyer aussi à domicile. Les responsables de service font aussi fait part de difficultés à gérer les plannings, forcément, hein, quand il y a plusieurs personnes du service qui sont en formation. Toujours un peu plus compliqué de remplir, on va dire, toutes les interventions dans les domiciles. Mais globalement, voilà, c'est un peu le cadre dans lequel s'est développé le passeport formation. Passeport formation qu'on veut dupliquer, parce que pour le coup, ça a montré son efficacité. On veut le développer dans nos autres unions départementales. Hein. On est présent sur l'ensemble du territoire hexagonal.
mais aussi dans les territoires ultramarins. Et là, je fais une petite parenthèse par rapport aux territoires ultramarins. Tout à l'heure, je vous parlais de la très très grande majorité de personnes qui souhaitent vieillir et rester à leur domicile. Dans les territoires ultramarins, c'est d'autant plus vrai. Il n'y a pas d'EHPAD public dans les territoires ultramarins. La question de la solidarité intergénérationnelle qu'on connaît aussi, il y a une évolution aussi dans la manière dont les enfants restent dans ces territoires d'outre-mer, où ceux qui viennent en hexagone pour suivre leurs études, avant, retourner chez eux pour travailler dans les territoires, dans leur commune. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Donc, si on parle de développement humain, si on parle de développement de la société, pour moi, un des enjeux principaux, c'est de pouvoir maintenir ce niveau-là de dignité humaine dans les territoires ultramarins, parce que c'est vraiment une situation très très particulière. Vous avez tous suivi l'actualité dans ces territoires ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'on peut dupliquer aussi forcément en France. Il y a des territoires ruraux qui sont aussi en souffrance et qui ont aussi besoin d'un plan d'action vraiment dédié et destiné pour ces aides à domicile pour les personnes isolées ou qui ont besoin d'être accompagnées. Très bien, merci. Donc on a bien compris cette volonté en tout cas d'essaimer cette initiative sur d'autres territoires et en particulier les territoires ultramarins. Donc je vous remercie vraiment pour vos interventions. Moi, ce que je retiens peut-être en termes de facteurs de réussite, vous avez été plusieurs à évoquer la notion de partage de pratiques, de synergie des acteurs pour pouvoir construire les actions, mais pour pouvoir aussi faire en sorte que chacun adhère pour que ça apporte à chacun. Et en enseignement clé, je crois que on ne voit pas de formule peut-être magique, mais en tout cas des effets quand même relativement positifs, quelle que soit finalement l'action qui est conduite, que ce soit pour améliorer les conditions de travail, que ce soit pour faciliter effectivement l'accès des personnes aux métiers du secteur, ou pour avoir une reconnaissance effectivement des compétences et une amélioration des compétences des professionnels. Je vous propose peut-être qu'on prenne un petit peu de temps avec vous. Donc, si vous avez des questions complémentaires à poser aux intervenants, n'hésitez pas. Et puis, si vous pouvez éventuellement vous présenter ou dire en un mot qui vous êtes. Des questions? Non? Peut-être, oui. Bonjour. C'est une question pour le Gérontopole de Nouvelle-Aquitaine. J'aurais voulu savoir si ce programme-là, d'Imano notamment, est exportable ailleurs. Parce que moi, ça fait un moment que je le suis. Et à un moment donné, j'ai plus d'infos du tout. Voilà. Et je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Et du coup, je trouve ça très intéressant. En tant que je suis formatrice dans le champ social et médico-social, et c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir aussi présenter. Est-ce que vous avez des kits, par exemple, de présentation de ce type de programme? Vous êtes payé par la CNSA pour poser cette question-là. Je n'ai pas eu le temps de le dire, effectivement, mais on a été lauréat de l'appel à projet de la CNSA Action Innovante pour la réalisation d'un kit d'essaimage de ce programme Imano. Donc, c'est i-mano.gerontopole-na.fr. Et donc, l'idée, c'est que vous trouverez en fait toute la méthodologie pour porter un programme mutualisé de soutien à l'innovation managériale et organisationnelle sur un territoire. Et puis, il y a une partie ressources complémentaires. Si on est un SAD et qu'on veut se transformer, j'ai pas le kit d'essaimage pour se transformer en tant que structure, parce que je crois profondément qu'il est nécessaire de se faire accompagner par des acteurs, je vois que le collectif L'Humain d'abord est ici, mais il y a d'autres prestataires qui étaient dans notre programme, et se faire accompagner est important. Mais il y a une ressource complémentaire avec une bibliographie assez riche, les illustrations qu'on a faites, mais aussi les résultats de la mesure d'impact social du programme Imano qu'on a pu faire. Tout ça est accessible, grâce au financement qu'on a reçu de la CNSA et de la GDE mondiale sur le kit d'essaimage. Imano. Le site, c'est i-mano, M-A-N-O, .gerontopole-na.fr. Alors, vous pouvez également retrouver ces informations sur le site de la CNSA, et donc cnsa.fr, et ce sera peut-être plus simple là tout de suite.
Mais voilà, et vous retrouverez à la fois des informations effectivement sur le programme Imano et sur justement le kit de déploiement, mais aussi sur les plateformes et sur les différents soutiens de la CNSA, en particulier en direction des fédérations du secteur à domicile. Une autre question, oui. Mais je voudrais poser ma question à monsieur Olivier Como, c'est ça, qui a parlé d'outre-mer. Justement, par rapport à l'outre-mer, là, la question que je vais me poser, c'est par rapport à l'outre-mer. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent faire leurs études en métropole et qui restent ici. Et les parents se retrouvent souvent seuls. Comme vous avez parlé de ça, est-ce que vous avez un projet pour pouvoir... Parce que finalement, même aux Antilles, il n'y a pas... disons, il n'y a pas beaucoup d'EHPAD et tout. Et les personnes âgées sont en difficulté parce que assez souvent, il n'y a pas de prise en charge. Soit ça se fait à domicile, mais à domicile, il n'y a pas, dans les campagnes, il n'y a pas beaucoup de... Comment dire, il n'y a pas beaucoup de loisirs, tout ça. Et je pense que c'est un sujet où il faudrait travailler dessus. La question des Outre-mer est très importante, déjà pour l'Union nationale des CCAS. On a des unions départementales dans les différents territoires, donc Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Guyane et même Mayotte. On développe beaucoup d'actions envers les usagers, envers les personnes en difficulté. C'est vrai qu'il y a la particularité des territoires ultramarins, c'est que l'organisation est totalement différente. Les personnes qui sont dans leur domicile veulent absolument vieillir et rester dans leur domicile. Peut-être, ce sentiment peut-être plus dans ces territoires qu'ailleurs. La solidarité, comme vous le disiez, souvent intrafamiliale, aujourd'hui, n'est plus du tout la même qu'il y a encore quelques années auparavant. Les CCAS travaillent beaucoup avec ces populations-là. Les CCAS ont l'obligation d'identifier les populations vulnérables de leur territoire, notamment les personnes âgées, notamment dans les cas de canicules, dans les cas de catastrophes naturelles. Les Antilles sont aussi sujettes à ce genre d'événements. Et les CCAS développent un panel d'actions pour ces personnes. Donc, en partenariat avec aussi des associations, des organismes locaux, pour faciliter, on va dire, leur accès déjà au droit, parce que l'accès au droit est aussi important de manière globale, mais on parlait d'outre-mer, faciliter l'accès au droit. On parle de portage de repas, on parle aussi d'actions de partir en vacances. Partir en vacances, c'est pas parce qu'on est dans les Antilles que partir en vacances, c'est pas un sujet. C'est aussi des personnes âgées qui sont à leur domicile, qui ont peu de vie sociale. C'est aussi ça qui est important, c'est de pouvoir entretenir ce lien social, lutter contre l'isolement. Et le CCAS développe des actions pour pouvoir réunir et rendre actifs, on va dire, les personnes âgées quand on le peut dans ces territoires-là. Donc, avec la CNSA, nous, on s'était engagé aussi sur quelques actions pour justement promouvoir, on va dire, favoriser la lutte contre l'isolement social avec différents dispositifs. On parle d'essaimage de ce passeport formation, notamment dans les territoires ultramarins, pour faciliter on va dire la connexion entre le CCAS et les personnes âgées qui restent à leur domicile. Mais il y a tout un micro-univers propre à la commune qui se met en place. Les unions départementales travaillent très étroitement avec les collectivités territoriales aussi. Donc ils sont vraiment en lien sur l'ensemble des stratégies menées par les collectivités. Et on porte aussi, nous, au niveau de l'UNCAS, une attention particulière sur ces territoires. On parlait de la vie chère, par exemple, dans ces territoires qui est très très important. Des personnes qui sont déjà en difficulté, plus le contexte encore aujourd'hui d'inflation, etc. Voilà, l'UNCAS est aussi très, très, très positionné et défend un peu l'obligation pour les territoires d'être présents et de faire un maximum d'actions. Bon, on pourrait discuter des heures sur ce sujet, c'est pas l'objet, mais voilà, on a aussi nous ambition de pouvoir déployer des actions
qui sont portés grâce à la CNSA dans ces territoires pour répondre aux besoins des personnes les plus fragiles et notamment des seniors qui restent à leur domicile. Merci. Vous avez effectivement évoqué un sujet important, celui aussi de l'isolement. Donc sachez que la CNSA conduit également, a aussi un rôle à jouer et des missions à conduire pour favoriser, pour lutter contre l'isolement des personnes. Et elle conduit un certain nombre d'actions en prenant appui justement sur les CCAS ou les collectivités territoriales, pour essayer de conduire et soutenir différentes actions en ce sens. Je suis désolée, mais l'heure tourne. On doit libérer la table pour 16 heures. Donc, on ne va pas pouvoir prendre des questions, mais vous pouvez peut-être nous poser vos questions peut-être à la suite de la table ronde. En tout cas, je vous remercie vraiment des intervenants d'être venus à cette table ronde. Et regardez sur le site de la CNSA, vous pourrez retrouver les actions qui viennent de vous être présentées, mais aussi d'autres actions et d'autres initiatives qui sont proposées et soutenues par la CNSA autour des enjeux d'attractivité des métiers de l'autonomie. Merci à vous. Merci.